Ah, oui, mais il n'est pas allumé. Ça y est, ça marche, oui. Oui, donc Isabelle Roussel de l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Donc je voulais vous poser une question par rapport au modèle anglais. Les Anglais, dans les programmes globaux de réhabilitation, mettent vraiment la santé au cœur de leur démarche. C'est-à-dire que, alors que nous, dans la plupart des aides, jusqu'à maintenant, en particulier les aides EDF ou GDF, ils mettent un cotère sur une jambe de bois, en fait. Hein. Ils donnent une aide économique, une aide financière, mais ils ne regardent pas le problème en termes de santé publique. C'est exact. Et donc, alors, il y a une tentative quand même qui est faite, et je pense que vous la connaissez, c'est les conseillères médicales en environnement intérieur, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, vous voyez l'état de certains logements, on s'est rendu compte que les médecins maintenant ne vont plus à domicile, et qu'il faut une démarche soit par les travailleurs sociaux, soit par les conseillères médicales, pour aller voir vraiment dans les familles. Elles ne font pas un diagnostic technique, mais elles renvoient après. Et est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'une des difficultés qu'on a en France, c'est la sectorisation des champs d'intervention, même pour les associations? Vous avez des associations qui s'occupent du social d'un côté, des associations qui s'occupent de la santé, d'autres qui s'occupent de l'environnement, et que tout ça, ça a du mal à se croiser, et que justement peut-être que les collectivités locales pourraient essayer d'harmoniser du travail en réseau, parce qu'il ne faut pas oublier que ce phénomène que vous attribuez à des ménages modestes, compte tenu de l'augmentation du prix de l'énergie, c'est un phénomène qui va atteindre les classes moyennes. Hein. Et donc les chiffres que vous donnez sont quand même appelés à augmenter, et donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Je vous rejoins tout à fait. Effectivement, la précarité énergétique est très sectorisée, encore que je mettrai un bémol là-dessus. Le problème de la précarité énergétique, c'est que ça fait appel à la fois au domaine social, au domaine énergétique et au logement. Et du coup, effectivement, la plus grande difficulté qu'on rencontre, c'est de regrouper ces trois domaines d'intervention en un seul pour qu'il y ait l'action concrète qui émerge de cette structuration à trois réseaux. Mon association, on est animateur du réseau régional énergie et précarité. Et donc on regroupe, on a du mal à fédérer les acteurs autres que l'énergie dans notre réseau. Effectivement, une des grandes volontés, le plus gros travail qu'on doit faire, c'est d'aller voir les acteurs de la santé. Ce que nous on appelle les donneurs d'alerte, c'est toutes les personnes qui sont en contact avec les publics et qui peuvent justement attirer l'attention et enclencher une résolution de problème. C'est le repérage, effectivement. Donc les acteurs du social, on commence à quand même bien les intégrer. On a beaucoup de mal à intégrer les acteurs de la santé, chose qui est effectivement faite très bien en Angleterre. Et on ne demande qu'une chose, c'est à se rapprocher de leur réseau. Mais encore une fois, il y a le réseau des acteurs de la santé, il y a le réseau il n'y a pas de réseau de social, enfin, il n'y a pas de réseau formalisé, pas à ma connaissance. Je ne suis pas animatrice de ce réseau. Mais il faudrait arriver à travailler en adéquation et à structurer des plans d'action plus généraux, effectivement. Je pense que les collectivités locales travaillent Oui, le problème des collectivités territoriales, en général, c'est que le conseil régional a la compétence énergétique, le conseil général a la compétence sociale, et ils ne se parlent pas entre eux déjà, entre services au niveau des instances, entre le conseil général, le logement ne parle pas l'énergie, alors après entre différents instances, c'est un vrai problème. Oui, alors au niveau dialogue entre les différents pôles production et puis consommation, puisque tu es en train de parler de différents acteurs, je voudrais savoir si au niveau de votre métier, vous êtes consciente que l'augmentation majoritaire du coût d'énergie, de l'électricité, du moins ce qui peut servir de chauffage d'appoint, est due à l'introduction du photovoltaïque en France. Et est-ce que vous êtes consciente qu'avec le surcoût du photovoltaïque qui est de l'ordre de 2 milliards d'euros, vous pourriez faire au moins 40 000 rénovations par an gratuitement,
ou bien avoir une aide conséquente sur la rénovation des logements. Voilà. Et puis je voudrais savoir si vous encouragez les gens, enfin peut-être pas vous, mais si d'autres personnes de Europol favorisent l'installation de panneaux photovoltaïques. Merci. Alors, on aimerait beaucoup... Moi, j'ai pas de position sur le photovoltaïque plus qu'une autre énergie. On aimerait beaucoup pouvoir dire aux gens de mettre du photovoltaïque, mais quand la question elle est juste de savoir quels travaux, enfin, on est sur des bouquets de travaux qui sont à 15-20 000 euros, grand maximum, pour sortir les gens à un minimum de la précarité énergétique. Je pense que si on leur propose, enfin, on est sur des budgets où à la fin du mois, eux, ils peuvent mettre une 50aine d'euros de leur poche, hors aide, hors subvention. Il est bien évident que le photovoltaïque, c'est une solution antisociale, puisqu'on donne de l'argent à des gens qui ont déjà un toit, qui peuvent se permettre de faire des travaux, et on fait payer, évidemment, le consommateur d'électricité qui est le tout à chacun. Donc c'est le sens, je crois, de l'intervention. Voilà. Bon, peut-être une autre question. Christian Lebrun, donc Association Un Toit pour tous à Grenoble, et membre du réseau national Rappel, réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique dans le logement. Donc en gros, je souscris complètement à votre présentation. Je voudrais rajouter une chose dont vous n'avez pas parlé et qui est une des préoccupations principales des associations, c'est comment faire le repérage. On a un repérage par les gens qui sont réellement en difficulté et les services sociaux, mais c'est loin d'avoir l'ensemble des personnes. Donc ça, c'est une difficulté qui n'est pas encore levée, qui se lève quand on fait des visites, mais pour faire des visites chez les gens, il faut avoir des raisons, il faut des signalements et des choses comme ça. Le deuxième point sur lequel je voudrais dire, vous avez parlé effectivement d'expérience anglaise, il faut quand même voir que la dernière expérience anglaise vient de se casser la figure. C'est-à-dire que le fait de dire qu'on va faire des emprunts à 7% remboursés par les économies d'énergie faites, n'a pas du tout marché. Ils ont dépensé de l'argent pour annoncer un programme qui n'a pas fonctionné, parce que, et c'est ça le principal problème sur la précarité énergétique, c'est que le retour effectif que l'on peut espérer à la suite des travaux, même sur des ménages en grande difficulté, est très faible. Et bon, ça aidera les ménages, mais on n'aura pas la mise de fonds nécessaire pour pouvoir faire les travaux. C'est le gros problème. Le dernier petit problème que vous n'avez pas évoqué et que moi j'ai essayé de combattre et qui semble peut-être s'améliorer, c'est le fait que dans tous les travaux, toutes les aides qu'on peut obtenir sur le bâti, il faut toujours avancer l'argent avant de le récupérer. Or, vous avez la majorité des ménages n'ont aucun argent à avancer. Merci. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Jean-Philippe Brett. Ah, il y a une réponse peut-être. Excusez-moi. Non, je partage effectivement le point de vue. Effectivement, pour financer les travaux sur un projet de tiers financeur, quand on parle de précarité énergétique, on améliore surtout la qualité de vie des ménages, et ça n'a pas de coût. Effectivement, enfin, c'est pas financier, ça ne se retrouve pas financièrement. Et je partage le point. Bonjour et merci de votre intervention. Je voulais juste vous poser une question. Vous avez fait beaucoup de propositions issues de votre expérience à la fin sur le fait qu'il faudrait simplifier les aides, qu'il faudrait voir une maîtrise d'ouvrage, etc. Auprès de qui, comment est-ce qu'on peut, auprès de qui il faut intervenir? Comment est-ce qu'on pourrait obtenir des choses? Alors en ce moment, les choses changent beaucoup, puisque au niveau du gouvernement, ils ont mis en place le projet rénovation énergétique de l'habitat, le PRÉ, qui met en place un guichet unique national et qui renvoie au niveau départemental. Il demande à chaque département, délégation départementale, de mettre en place la propre organisation. Donc tout ça, c'est encore en ébauche. Ça mérite d'être construit beaucoup plus, mais ça mérite de se mettre en place. Donc la réponse, elle est difficile à donner. À quelle échelle il faut que ça se mette en place, sachant que ça existe au niveau national. Donc est-ce qu'ils vont demander au département de mettre ça à leur niveau? Est-ce que c'est à la collectivité de prendre en charge ces propres questions-là?
Chacune des collectivités prend ou prend pas à bras le corps ces questions. Je sais que nous on travaille avec la communauté du Pays d'Aix qui essaye de bouger là-dessus par rapport à d'autres collectivités où moins de choses se passent. Il y en a plein de collectivités où ça se passe, mais alors c'est soit au niveau de la communauté d'agglo, soit au niveau du département. Dans le Gers, le département du Gers avance tout seul au niveau départemental sur ces questions depuis 10 ans. Donc, je ne saurais pas dire à quel niveau il faut que ça se mette en place. Ça dépend de l'échelle du territoire et le type de territoire. Pour la deuxième question qui était, qu'est-ce que... L'assistance à maîtrise d'ouvrage, est-ce qu'il y a des chances d'obtenir ça de quelqu'un? Après, c'est sûr qu'il faut le financer, mais il y a les espaces info-énergie sur lesquels on peut s'appuyer. Il faut leur donner faut que l'ADEME puisse leur donner la compétence de faire ça. En région PACA, nous, on a des postes d'éco-diagnostiqueurs qui se sont ouverts par la région PACA, donc c'est très spécifique à notre territoire, mais pourquoi pas leur donner cette compétence-là aussi. Il y a les opérateurs de l'ANA qui sont là pour mettre en place les programmes de l'ANA qui, en principe, doivent jouer ce rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Après, ça représente beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent pour eux. Est-ce qu'ils ont